Bonjour à tous. On va pouvoir commencer du coup. Donc bienvenue dans ce webinaire pour destiné à présenter la nouvelle version 6.2 de Virtual Training Suite. Donc incluant VTS Editor, VTS Player, mais aussi VTS Perform, qui ont tous profité de beaucoup d'améliorations et de nouveautés dans cette version. Je suis accompagné, donc je suis Yannick Odewood, Product Owner de VTS Editor. Je suis accompagné de Julien Frémaux qui développe avec moi ce produit en tant que développeur, et François Pujalon, responsable de la formation. Nous pourrons vous parler de quelques principales nouveautés. Il y a beaucoup de choses à découvrir, donc on pourra vous pourrez voir la liste exhaustive des nouveautés dans les notes de version en ligne, mais nous allons vous présenter quelques nouveautés principales, à savoir pour ma part VT-Stack, que certains d'entre vous connaissent déjà probablement, qui est cette fois intégré directement dans VTS Editor. Julien pourra vous présenter un nouveau bloc interactif, un nouveau bloc vert, utilisable dans vos projets, dans vos graphes. Je vous présenterai ensuite la réalité virtuelle, des nouveautés en tout cas sur la réalité virtuelle dans Virtual Training Suite. Puis François conclura avec une présentation des nouveautés de VTS Perform. Tout au long de cette présentation, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nous avons Nicolas avec nous qui se chargera de filtrer, récupérer les questions et nous transférer les questions. On tâchera d'y répondre au fil de l'eau quand ça correspond à la partie en cours. Si il devait s'avérer y avoir trop de questions, à un moment, on fera une session de questions-réponses plutôt vers la fin. Mais donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions petit à petit. Donc c'est parti, je vais pouvoir commencer avec VTStack. Donc pour rappel, VTStack c'est une plateforme qui vous donne accès à de nombreuses ressources et outils pour vous aider à concevoir vos projets dans VTS Editor. Donc c'est une plateforme qui existe depuis le mois d'avril dernier, si je me trompe pas. Et il s'agissait à la base uniquement d'un outil web sur lequel vous pouvez avoir accès à des graphes, c'est-à-dire des extraits de graphes avec des blocs pré-conçus pour vous aider à construire vos projets rapidement avec des digicodes, des systèmes de mots de passe, des carrés magiques, etc. Vous avez aussi des ressources de design, donc un certain nombre d'images et de badges à utiliser dans vos projets. Vous avez aussi des sons et des éléments, des documents pardon, de support qu'on appelle d'aide à la conception. Donc des bonnes pratiques à suivre, des méthodologies de scénarisation, ce genre de choses que vous pouvez télécharger et suivre sur vos machines. Donc là, la nouveauté à ce sujet-là, tout ça, ça existe déjà et ça continue à évoluer et on sait que beaucoup d'entre vous s'en servent déjà, donc c'est très bien. Une nouveauté avec cette nouvelle version, c'est que VTStack est maintenant inclus directement dans VTS Editor. Donc, dès que vous ouvrez la page d'accueil de VTS Editor, vous avez accès à VTStack dans cette page d'accueil et vous retrouvez la même chose que ce qui se trouve sur le site web, à savoir les graphes, les éléments de design, les sons et les éléments de support. Donc, tous ces éléments s'utilisent à des endroits bien précis dans le projet, au sein de vos projets pendant la conception. Ici, je suis dans la page d'accueil, donc je ne vais pas pouvoir en faire grand-chose, mais par contre, si j'ouvre un projet, je peux aller dans mon graphe et j'ai cette fois accès à un nouvel onglet dans ma bibliothèque de blocs qui a un peu évolué par rapport aux versions précédentes, qui est un onglet graphe. Donc dans ce graphe, je peux retrouver les blocs VTStack, les graphes VTStack que j'ai déjà téléchargés. Je peux aller en télécharger de nouveau dans la bibliothèque des graphes qui continue à évoluer. Je peux par exemple chercher à utiliser la présentation de l'interface que je télécharge. Elle apparaît dans mon catalogue et ma bibliothèque de graphes se met à jour, que je peux ensuite utiliser dans mon projet comme un simple drag and drop, enfin via un simple drag and drop comme un bloc standard. Je le place dans mon graphe. On me prévient qu'il y a des médias à importer, comme si j'avais copié le graphe depuis un autre projet, et ça les importe. Les médias sont bien présents dans mon projet, le graphe est présent dans mon projet ici, et je peux l'explorer et l'utiliser. Donc c'est exactement ce qui était possible de faire avant, mais en téléchargeant le projet depuis le site web, en l'important, en copiant le bloc, sauf que cette fois, tout est inclus directement dans la bibliothèque des blocs ici, donc très pratique. Pour ce qui est des graphes présents ici, on a principalement on a des mini-jeux, des petits graphes
consistant à un peu technique pour savoir combien de temps a été passé dans une interaction ou permettre de rejouer plusieurs fois ou ce genre de choses. Mais bon voilà, tout ça, je vous laisserai découvrir dans VTStack in-app directement ou via le site web. Ensuite, pour ce qui est des médias, donc vous pouvez aller dans votre gestionnaire des médias, que ce soit au niveau de vos projets ou au moment d'assigner un média dans un de vos blocs. Vous avez accès à un bouton en haut qui existait déjà, mais qui est redirigé vers un site web de VTStack, qui maintenant, donc ce bouton ressources VTStack, ouvre directement la liste des médias dans VTS Editor, et donc vous avez accès aux mêmes médias qu'auparavant. Donc ici, des badges avec un système de filtre sur la gauche. Donc on a à la fois des badges, mais aussi des cadres pour créer vos interfaces, vos fenêtres, vos boutons qui sont disponibles directement ici. Donc là, même principe, je peux télécharger un badge qui va automatiquement, enfin une image quelconque, qui va automatiquement s'importer dans mon projet et que je peux ensuite utiliser comme si je venais de l'importer depuis ma machine. Donc même principe que les graphes, avant on pouvait faire ça depuis le site web, le télécharger, l'importer, maintenant tout est directement in-app. Même principe pour les sons, on a une liste de sons qu'on peut lancer, préécouter dans VTS Editor. Alors là, je partage peut-être pas le son, mais bon, le principe est le même. Je peux filtrer parmi différents types de sons et les importer directement dans mon projet en tant que média. Enfin, pour les éléments de support, donc on a accès aux mêmes documents que sur le site web, je peux les télécharger. Cette fois-ci, ils vont pas se mettre dans mon projet, mais ils vont être proposés à l'enregistrement en local sur ma machine. Et donc, je peux les enregistrer et ça va automatiquement les ouvrir pour consultation. Bon, après, une fois qu'ils sont téléchargés une fois, il n'y a pas besoin de les retélécharger, mais si vous les avez perdus ou autre, pour quelque raison, vous pouvez les retélécharger depuis la boutique, enfin la boutique, le store VTStack in-app, qui est entièrement gratuit pour rappel. Chaque élément aujourd'hui est gratuit et activable. Une seule contrainte par rapport aux graphes sera que la plupart des graphes présents ici aujourd'hui nécessitent l'utilisation de blocs variables. C'est-à-dire que si vous souhaitez les utiliser, il va falloir être le plus souvent au moins en pack niveau immersion euh, dans VTS Editor, pour votre licence VTS Editor. Voilà pour VTStack. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Tout à fait. Adeline nous demande si on a une liste des stacks disponibles en VR. Alors on n'a pas forcément une liste exhaustive très précise, mais la plupart sont compatibles en VR, c'est-à-dire que effectivement en réalité virtuelle, donc VR, certains blocs ne sont pas compatibles. Par exemple les blocs formulaires, donc le VTStack, le graphe, l'extrait de graphe lettre manquante ou mot manquant utilise un formulaire et ne sera pas compatible en VR. Par contre, la plupart des graphes le sont, c'est-à-dire que dès que ça utilise des zones cliquables simples ou pas de zone cliquable du tout, ça arrive aussi. Ça fonctionne en VR. Par contre, nous n'avons pas pour l'instant de graphes VTStack spécifiques à la VR. C'est-à-dire la plupart sont compatibles en VR, mais ne sont pas prévus pour la VR spécifiquement. Ça arrivera par contre très probablement, puisque on va y revenir. On a beaucoup d'évolutions sur la VR en ce moment, et ça nous donne envie de créer des graphes spécifiques pour ça. Donc ça viendra probablement dans les semaines et mois à venir. Voilà. D'autres questions ou... C'est tout pour le moment. Très bien. Eh bien, je vais laisser la place à Julien Frémaux qui est avec moi pour vous parler d'un nouveau bloc interactif. Je te remercie. Bonjour à tous. Donc, dans l'idée, effectivement, VTS 6.2 apporte un nouveau bloc qui apparaît donc dans la bibliothèque et qui se retrouve donc être le bloc appariement et dont le but va être de proposer un exercice aux apprenants qui va être de relier les éléments 2 à 2. Donc, je vais directement montrer ce à quoi ça ressemble avant de passer en détail sur comment le mettre en place. Donc voilà, dans l'idée, ça affiche deux colonnes, donc une colonne à gauche et une colonne à droite, d'éléments que l'apprenant va pouvoir relier. Donc là, typiquement, il faut relier chaque pays à sa capitale, donc la capitale de la France, c'est Paris, etc., etc. Et donc ensuite, si jamais on fait des erreurs, ce sera proposé, une fois qu'on valide, ce sera montré à l'apprenant quelles sont les bonnes réponses, quelles sont les mauvaises réponses. Tout ceci sont des options, on va voir tout ça.
Donc, l'apprenant pourra voir la correction et voir les erreurs afin de savoir tout ce qu'il a mal relié. Voilà dans l'idée. Maintenant, si on retourne sur le graphe de VTS Editor, on va mettre en place typiquement ce genre d'exercice. On va le faire ensemble afin que vous puissiez bien comprendre toutes les options qu'il y a dans ce bloc. Donc ce bloc apparaît ici, donc apparemment il est dans la liste dans la liste des blocs dans la librairie. Une fois qu'il a été créé, il y a déjà 2 paires qui sont vides et qu'il va falloir renseigner. Donc nous pouvons ajouter des images, des sons, des vidéos. Tout ceci s'affichera un peu différemment dans l'expérience. On verra ça un petit peu plus tard. Donc là, typiquement, si je le refais, on a nos pays. Donc je peux prendre la France, ici, prendre l'Allemagne, etc., etc. Noter un texte qui va aller avec. Et de l'autre côté, donc sur la France, il y a la capitale, donc Paris, et en Allemagne, nous avons Berlin. Voilà, ça c'est par exemple. Si jamais on veut faire la même chose mais dans l'autre sens, donc relier les capitales à leur pays, on peut très bien inverser directement les éléments. C'est assez pratique au cas où. Donc il y a moyen de mettre un titre, de gérer le score, tout ça. Donc tout ça, c'est des options qui sont un peu particulières. Au niveau du score, typiquement, c'est le premier bloc qui utilise un système de points par bonne réponse. Donc là, typiquement, nous avons la possibilité de dire que chaque bonne liaison donnera des points et chaque mauvaise liaison retirera des points. Mais il est possible de faire un score global pour tout le bloc et de dire que si l'utilisateur n'a fait aucune erreur, alors il a les points positifs. Sinon, s'il y a au moins une erreur, il a les points négatifs. Donc c'est le premier bloc qui utilise ce système-là et je pense qu'à l'avenir, il sera potentiellement utilisé dans d'autres blocs. On verra pour faire évoluer ce genre de choses sur les autres éléments. Donc là, on retrouve également l'option afficher les réponses à la fin. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure, le fait que quand l'apprenant valide sa réponse, que les réponses soient affichées ou non, on peut décider de ne pas le mettre et du coup il n'aura aucun retour visuel, il aura juste le score qui lui sera appliqué et c'est tout. Donc ça permet à l'apprenant d'avoir, si on l'active, de voir sa correction, de voir ses erreurs et peut-être d'avoir un petit peu une meilleure rétention d'informations. Mais c'est vraiment au choix, ça peut augmenter la difficulté et la rejouabilité de ne pas le mettre, par exemple. Donc il y a aussi un concept un peu particulier qui sont des réponses pièges, donc des mauvaises réponses, qu'on va pouvoir rajouter dans une colonne ou dans une autre. Et donc ces réponses pièges, typiquement, on peut rajouter une capitale supplémentaire qui n'a pas de pays qui lui est associé. Et du coup, elle va s'afficher en plus dans la colonne des capitales. Et si elle est reliée par l'apprenant, donc lui, il fera une mauvaise réponse. Donc ici, j'ai rajouté Copenhague. Voilà. Donc dans la colonne de droite. Mais il était possible aussi, par exemple, de rajouter un pays et donc de ne pas avoir une capitale. Je vais laisser dans la colonne de droite vu que c'est bien une capitale. Nous avons également donc un nouveau design qui sont un peu comme les paramètres avancés qu'il y avait dans les blocs avant, qui se retrouvent maintenant dans un panneau à droite qu'on peut ouvrir et fermer. Et donc là, on peut modifier certaines choses. Donc on peut afficher les médias sous forme de rond plutôt que sous forme de carré, mélanger uniquement la colonne de droite, uniquement la colonne de gauche ou les deux. Et comme la plupart des blocs, paramétrer le fond d'écran et la couleur du fond d'écran. On peut par exemple ici mettre... non, on n'est pas obligé. J'ai pas encore... j'ai pas mis de média qui va bien comme un fond d'écran. On va laisser sur un fond noir, c'est parfait pour la plupart des cas. Donc là, voilà, on a notre bloc. On a simplement mis les éléments un par un, on peut en rajouter, on peut en supprimer. Et si on le lance, on a bien notre jeu avec les 2 pays à gauche et les 3 capitales à droite, dont la réponse piège. Le bouton valider pour l'apprenant n'apparaît que une fois que toutes les réponses ont été reliées. Le fait que les réponses pièges ne soient que d'un côté fait qu'il y a toujours une colonne qui a moins d'éléments que l'autre et du coup on sait quand on a tout relié ou non.
Ça, c'est assez intuitif. Normalement, on a pris la décision de ne pas mettre de réponse piège des deux côtés pour justement ne pas avoir, pour que ce soit plus clair et plus simple à appréhender pour les apprenants. Et un dernier petit point qu'il est possible de dire, donc la bonne réponse et la mauvaise réponse correspondent à est-ce que l'apprenant a bien relié toutes les paires ou non. Et ces informations-là peuvent être mises dans des flags. Donc, si vous avez effectivement les variables de disponibles, donc à partir du pack immersion, vous avez accès à ce bouton-là qui permet de rajouter un flag à une paire, et ce flag à la fin de l'exercice sera mis à vrai si jamais l'élément a bien été relié par l'apprenant, ou à faux s'il y a eu une erreur. Voilà, je crois avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Ophélie nous demande combien de réponses possibles avant que ça reste visible à l'écran. Oui, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, si on en rajoute trop, en fait, il y a déjà un petit message qui nous dit vous en avez le nombre de paires maximum conseillé est atteint. Donc nous, on considère qu'à partir de 8, ça commence à être déjà beaucoup. C'est surtout en fait dans l'objectif d'une vue mobile où c'est de plus en plus petit. Donc là, typiquement, si je laisse les 8 éléments, vous avez toujours la possibilité d'afficher, ça passe, vraiment visiblement, ça passe en PC, mais si on met sur mobile, on voit que c'est assez petit et ça commence à être, c'est toujours utilisable, mais ça commence à être compliqué. Donc au-delà du 8, ça commence à faire beaucoup. Merci. Xavier nous demande s'il est possible d'associer des variables pour personnaliser. Comme partout, en fait, ici dans les textes, il est possible de mettre des variables avec les accolades. Les médias peuvent être des médias variables comme avant. Et enfin, il y a toujours cette idée d'ajouter un flag pour savoir si l'apprenant a bien relié ces deux éléments ou non. Ok. Et Claire, enfin, nous demande s'il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Aujourd'hui, non. C'est pour ça que c'est un bloc qui s'appelle appariement et pas relier les éléments entre eux. Nous avons pris cette décision de vraiment faire des éléments qui se relient deux à deux. Si jamais c'était plus ranger des éléments par catégorie, on a aujourd'hui le bloc drag and drop qui fait ce genre de choses. Mais c'est pour l'avenir, on n'exclut pas l'idée d'imaginer le même design de bloc avec le fait de pouvoir lier plusieurs éléments au même point. Ok, merci. Voilà. Je vais donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais repasser la main à Yannick pour vous parler de la réalité virtuelle. Tout à fait. Merci Julien. Hop. Donc, la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui est présent dans Virtual Training Suite depuis fort longtemps, depuis, il me semble, 4 ans, 2018, si je ne me trompe pas, mais qui existait auparavant uniquement sous la forme d'une utilisation donc dans VTS Player pour mobile en utilisant un cardboard, c'est-à-dire les petites boîtes en carton qui se mettent autour d'un smartphone pour simuler les deux yeux et voir un œil pour chaque moitié de l'écran. Ça marche très bien pour tester rapidement ou même en déploiement pour certains projets, c'est assez pratique. Il se trouve que depuis quelque temps, VTS est compatible avec les casques VR type Oculus Quest, et nous sommes capables de faire des portages manuellement de vos projets. Maintenant, depuis VTS Editor 6.2, lorsque vous publiez un projet, par exemple, lorsque je vais dans Publication et que je publie pour VTS Perform compatible toute plateforme, ça rend le projet compatible pour Windows, Mac, mobile, etc. Mais si le projet est en mode VR et que je le déploie sur VTS Perform, il devient aussi accessible dans une nouvelle application qui est en fait VTS Player VR, disponible dans le store Oculus. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vais vous montrer une petite vidéo, puisque le partage d'une expérience VR dans un casque ne serait pas forcément optimal
via le webinaire. Donc on a ici une vidéo de ce qui se passe quand on est dans le casque Oculus avec notre développeur Arnaud qui aurait été ravi de vous montrer ça, mais qui n'était pas disponible. Mais bon, on a une vidéo de lui à défaut qui a développé tout ça. Donc, tout d'abord, vous arrivez dans le casque et vous pouvez ouvrir le store dans lequel vous allez pouvoir télécharger l'application VTS Player VR. Donc là, on remarque d'ailleurs que Arnaud utilise des manettes qui n'étaient pas disponibles auparavant dans le cardboard. Et vous avez accès à cette application. Alors, petite précision, l'accès à l'application est gratuit, tout le monde peut la télécharger, les apprenants peuvent la télécharger. Elle n'est pas encore d'ailleurs tout de suite disponible, elle le sera bientôt sur le store. Pour l'instant, c'est encore une version de bêta, il me semble. Et pour avoir accès à l'export VR que j'ai montré dans VTS Editor, c'est-à-dire ce paramètre-là qui permet d'activer la VR sur un projet, il faut être en pack Infinity. Donc c'est qu'à partir de ce niveau-là, immersion, donc c'est les variables configurateurs de décor. Pack Infinity, c'est le niveau d'après qui offre accès en particulier à la VR et au catalogue de personnages et de décors illimité. Donc si vous êtes en pack Infinity, vous pouvez exporter votre projet en VR, vous pouvez l'exporter, le publier sur VTS Perform, et ensuite vous connecter via cette application en tant qu'apprenant, l'application VTS Player VR. Pour ce qui est de la connexion, on peut toujours se connecter via un mail et un mot de passe. Néanmoins, donc comme dans le VTS Player classique que vous connaissez, néanmoins c'est un mode de connexion qui est assez peu pratique puisque ça consiste à taper un email et un mot de passe assez long avec un clavier qu'on a pu voir tout à l'heure, voilà, un clavier à pointer avec les manettes. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Du coup, nous avons mis en place, je réavance un peu dans la vidéo, nous avons mis en place ce nouveau mode de connexion avec un code. Donc c'est un code à quelques chiffres, 6 chiffres si je ne me trompe pas, à taper. Donc là c'était la connexion standard, voilà. Et là Arnaud va te connecter avec les chiffres. Et donc ces chiffres-là, ce code à chiffres peut être récupéré par la connectant sur son VTS Player pas VR, c'est-à-dire sur PC, Mac ou sur mobile, peu importe la version. Il peut générer un code une fois connecté et il pourra ensuite taper ce code dans VTS Player VR. Ça lui simplifie la vie puisque voilà, ça évite de taper des identifiants un peu trop complexes en 3D dans la VR. Donc là, le module, la connexion se fait et on retrouve une interface similaire à ce qu'on avait auparavant dans VTS Player, c'est-à-dire que dans VTS Player non VR, c'est-à-dire que vous avez accès à la liste des sessions auxquelles vous êtes inscrit en tant qu'apprenant. Donc là, on a 2 sessions, à savoir la session démo VR dans laquelle on vient d'entrer, et dans les sessions, vous avez les expériences. Donc, par exemple, ici, Arnaud lance la démo Showcase VR. Donc, ensuite, vous vous retrouvez in-game, donc dans le scénario, avec comme d'habitude le gros bouton play au début pour lancer l'expérience, et vous êtes ensuite immergé dans l'expérience en 3D. Je vais juste lancer une autre vidéo pour montrer comment ça se passe une fois dans le scénario. Donc là, on est dans un autre scénario qu'on a produit de notre côté sur la cybersécurité qui permet de s'immerger dans un bureau avec des post-it, des clés USB qui traînent, des informations à droite à gauche. Et le but, c'est d'essayer de voir si on peut pas, s'il y a des failles de sécurité, de découvrir quel type de failles de sécurité peuvent être présentes dans un bureau en informatique. Et donc c'est un module qui montre bien en fait l'un des intérêts de la VR, c'est-à-dire que parmi les principaux intérêts, on va avoir l'engagement apprenant, puisque généralement jouer un module de VR, c'est toujours souvent quelque chose qui est assez intéressant pour les utilisateurs. Donc favoriser l'engagement et favoriser aussi la rétention, puisque dans de nombreux cas, bon, outre le fait que l'expérience peut être plaisante et qu'on s'en souvient, dans de nombreux cas, ça va être tout à fait pertinent de pouvoir se projeter dans le monde dans lequel on est, dans lequel on apprend. Voilà, là on visualise un écran, un clavier, on a vraiment le post-it devant soi, on manipule. Quand ça va nous arriver en vrai, on va s'en souvenir, quoi. Alors que si on en parle à l'oral ou qu'on lit un PDF, c'est pas la même chose. Voilà, donc là, bon, je laisse un peu dérouler le module. En tout cas, l'idée pour résumer les nouveautés de la 6.2, on a vraiment cette nouvelle application sur l'Oculus Store, un nouveau système de connexion, de nouvelles interfaces
qui permettent de se connecter plus simplement et de présenter les modules, les expériences disponibles et de les sélectionner en VR. Et on a l'ajout des manettes, donc qui est une des grandes nouveautés qui améliore l'utilisation in-game par les apprenants. Je pense avoir dit le principal. Est-ce qu'on a quelques questions relatives à la VR? Tout à fait. Samuel veut savoir quel casque est utilisé, peut être utilisé. Peut être utilisé, alors au moins Oculus, Quest, Quest 2. Je crois pas qu'on en ait d'autres pour l'instant, mais on compte bien étudier la faisabilité sur les autres types de casques, en tout cas les plus répandus. En tout cas, pour l'instant, c'est le store Oculus et donc pour Quest et Quest 2. Merci. Est-ce que la VR est plus complexe à mettre en place? Question. Mais c'est tout à fait une bonne question. Alors c'est pas plus complexe à mettre en place dans le sens où ça reste un projet VTS Editor. On coche le paramètre VR. On a un avertissement qui nous indique que quelques blocs ne sont pas compatibles, comme le bloc formulaire. Il pourra l'être peut-être bientôt. Pour l'instant, il ne l'est pas. On crée le graphe dans VTS Editor comme d'habitude et on le publie à la fin sans différence particulière par rapport à d'autres projets et on le publie sur VTS Perform. Donc à ce niveau-là, c'est pas plus compliqué. Néanmoins, il est vrai qu'un projet VR, ça reste un projet dans lequel il y a plus de choses à prendre en considération en tant que concepteur. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur un écran en 2D où la caméra bouge assez peu ou tourne juste sur elle-même quand on est dans un décor 360. On a quand même des notions à prendre en compte comme est-ce qu'on veut vraiment utiliser un décor VR avec de la profondeur? Est-ce qu'on veut placer des éléments en 3D comme des emplacements de médias dans le décor sur lesquels l'utilisateur va pouvoir cliquer avec encore une fois une notion de profondeur de cet élément qui va être plus ou moins proche de l'apprenant. Il faut que l'expérience soit adaptée à être jouée dans un casque, c'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en compte le fait que des gens ne supportent pas de passer plus d'une 10 ou une quinzaine de minutes dans un casque. Donc peut-être que selon votre cible de vos apprenants, vos expériences doivent être plutôt courtes. Donc multiplier les expériences courtes plutôt que d'avoir une grande expérience d'1 heure ou 1 heure et demie. Voilà, il y a pas mal de choses effectivement de considérations supplémentaires à prendre en compte qui font que, en pratique, créer un projet VR est effectivement un peu plus complexe. Mais techniquement, sinon c'est la même chose que ce à quoi vous êtes habitué dans votre Editor. J'interviens aussi pour compléter la réponse. Je suis François Pujalon, responsable de formation. Je me suis pas encore exprimé sur ce webinaire, mais ça va venir. Je dirais également que ce que vous avez l'habitude de faire quand Yannick en parle, c'est concevoir des projets en 360. Il y a très peu de différence entre un projet 360 et VR, à part certaines considérations de profondeur. Et en fait, ce qui va vraiment changer, c'est la façon dont l'apprenant va regarder et va bouger dans son décor 360. Ce sera pas sa souris ou son doigt comme il est habitué à le faire ou que vous le faites actuellement sur votre VTS Editor. Et dans les complexités qui peuvent aussi rajouter quelque chose, vous avez aussi on rajoute pour les plus forts d'entre vous, on rajoute quelques variables qui sont utiles du genre où est-ce que l'apprenant est en train de regarder. Donc on peut calculer que l'apprenant est actuellement en train de regarder dans les yeux de tel personnage qu'il a en face de lui. Et à la fin, on va pouvoir lui dire, hey, vous avez accueilli quelqu'un, mais votre client, vous l'avez regardé que 5% du temps dans les yeux. Du coup, refaites l'expérience et essayez d'être un peu plus présent dans cette scène. Voilà, ce genre de choses sont plus complexes parce qu'il y a plus de possibilités de calcul et d'interprétation des résultats. Très bien, merci pour ces précisions. Une autre question? Oui, Adeline aimerait savoir si on peut utiliser les zones cliquables en VR. Alors, les zones cliquables sont utilisables en VR, tout à fait. C'est pour ça, effectivement, que tout à l'heure, quand on parlait des graphes disponibles sur VTStack, beaucoup utilisent les zones cliquables et sont compatibles en VR. Là, en l'état, ce qu'on voit dans la vidéo, ce sont des zones cliquables, en fait. En fait, on a un écran qui flotte, une sorte d'écran invisible qui flotte devant les yeux de l'utilisateur et qui le suit quand il tourne la tête. On l'a un peu vu tout à l'heure, l'utilisateur tournait un peu la tête et l'écran le suivait, avec d'ailleurs aussi le menu en haut et le score. Donc qui tourne de manière à être pas trop loin de là où regarde l'utilisateur pour le retrouver. Donc ça, c'est une utilisation des zones cliquables 2D en quelque sorte dans un écran qui lui est en 3D devant l'utilisateur. Si vous voulez rendre cliquables des éléments dans le décor, là on va avoir d'autres systèmes, principalement le système qu'on appelle des emplacements de médias qui sont configurables dans la scène quand on édite le décor dans l'édition de scène.
Donc vous pouvez placer, par exemple, avec le configurateur de décor, vous pouvez placer vos propres emplacements de médias, les rendre cliquables via le bloc clic média, insérer des médias à l'intérieur. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu vers le début, il me semble, de la vidéo. Assez rapidement, il y avait voilà, là par exemple, Arnaud avec sa manette à droite clique sur une feuille sur le bureau. Cette feuille-là, a priori, de ce que je sais de ce projet, en tout cas, ce n'est pas une zone cliquable. Ça va être un emplacement de média dans lequel il y a un média et qui a été rendu cliquable avec le bloc clic média. Et ça, par contre, ça affiche une zone cliquable dans ce fameux écran invisible qui suit le regard de l'utilisateur. Quand vous concevez des scènes 360, vos zones cliquables sont fichées sur votre écran comme si c'était un post-it collé sur votre lunette. Vous tournez la vue, la zone cliquable va suivre exactement sans bouger du tout d'emplacement. Une légère différence avec la VR ici où la zone cliquable bouge de manière un tout petit peu plus dynamique. C'est une des différences entre la 360 et la VR. Merci. Une autre question? Quel est le prix en moyenne des casques VR? Sur ce niveau-là, je peux répondre. Donc là, pour le coup, nous, on est parti sur des Oculus Quest qui sont un peu les dernières générations d'Oculus, parce qu'il y avait les Oculus Go qui étaient avant, mais qui fonctionnent pas exactement de la même façon. Donc là, nous sommes compatibles avec l'Oculus Quest et l'Oculus Quest 2. Et l'Oculus Quest, le premier, il est aux alentours de 270-280 €, et le Quest 2 qui est sorti plus récemment est plus aux alentours de 400 € avec les manettes. Ok, merci. C'est tout pour les questions VR. S'il reste des questions, je répondrai individuellement. Ok. Eh bien, très bien. Je vais passer la parole à François pour la suite. Je te laisse la place. Hop. Merci. Pour ma part, je vais vous parler des évolutions de VTS Perform. Alors, je suis ici. En dessous, oui, super. Voici le nouvel écran d'accueil de VTS Perform. La première nouveauté, celle que personnellement j'attends depuis très longtemps, c'est la connexion avec les petits boutons ici et plus généralement le SSO. Vous allez voir que à partir du moment où je suis connecté ici sur mon Gmail, je suis connecté en 1 seconde. J'ai pas à re-rentrer de mot de passe de compte. La connexion est très rapide et ça change vraiment la donne. Pareil, il n'y a plus forcément à se créer un compte automatiquement sur nos serveurs. Quand un apprenant essaie de rentrer sur une expérience, il peut simplement se connecter avec son compte Google simplement ce système permet de récupérer les informations du compte Google et de créer un emplacement sur nos serveurs qui l'identifie. Mais tout est géré chez lui, donc ergonomiquement et en termes de gain de temps pour se connecter et accéder aux services VTS, c'est fantastique. Voici une fois arrivé sur VTS Perform, vous voyez qu'il y a déjà peut-être quelques légers changements d'interface, notamment au niveau de complétion sur le tableau de bord de base. Mais je vais tout de suite aller zoomer sur les sessions pour vous présenter. Alors en l'occurrence dans la formation, ça c'est une formation que je délivre peut-être que certains d'entre vous ont participé à cette formation, que je délivre dans le cadre des formations sur lesquelles j'accompagne nos utilisateurs. Donc c'est une vraie formation avec des vrais apprenants et des vrais data. Voici, vous remarquez peut-être pour ceux qui connaissent VTS Perform que déjà cette page a changé. On a 2 onglets en haut, paramètres de la session, suivi des participants, donc on distingue les choses. Et ici, si je scrolle, j'ai accès à beaucoup moins d'informations, parce qu'en fait, les informations sont réglées dans des onglets. Ici, j'ai le général, j'ai mon parcours ici. Pour celles et ceux qui connaissent peu ou pas VTS Perform, c'est notre LMS. Et ici, je gère un parcours avec mes activités et mes apprenants ici dans ce type de parcours ont en plus de ça des règles d'accès, donc il faut avoir terminé l'activité numéro 1 pour activer l'activité numéro 2 et ainsi de suite. On a toujours les documents ici où je peux accéder à des PDF, des VTP ou des vidéos à partir du moment où j'ai débloqué telle ou telle activité. Mes participants, donc je ne vais pas cliquer dessus puisque je n'ai pas envie de montrer des mails de certains de nos clients. On a les notifications qui se retrouvent ici et la disponibilité avec l'auto-enroll. Donc je peux envoyer un QR code ou un lien qui permet d'accéder à
à la session et quelques configurations de la disponibilité s'ils sont un peu plus clairs ici. Soit c'est pas disponible pour le moment et auquel cas on aura le bandeau bleu en haut qui dira cette session n'est pas disponible. Là pour l'instant elle est disponible et pour une date et une durée limitée. Donc mon bandeau bleu me montre que ma session est bien accessible et je peux aller chercher de la voir ou alors je peux copier le lien pour l'envoyer. Donc ça c'est des petites nouveautés, mais surtout ce qui va changer complètement la donne, c'est le suivi des participants. Cet écran-là, vous le connaissez peut-être, c'est les statistiques qu'on remonte de manière générale sur un LMS classique. On a le nombre de participants, le temps passé moyen par participant. Ici, nous, on a ajouté le meilleur participant, donc c'est notre Samir, directeur commercial chez nous. Le nombre de tentatives effectuées sur l'ensemble du parcours par donc l'ensemble de toutes les expériences qui sont dedans, le nombre de tentatives qui ont été effectuées dessus. Je rappelle que c'est pas seulement, on ne met pas seulement des VTP, donc des expériences VTS Editor sur VTS Perform, mais qu'on est pleinement compatible avec SCORM. Donc vous pouvez tout à fait ajouter des expériences SCORM sur notre LMS. Et le nombre de tentatives qui sont faites dedans sera aussi remonté ici. Enfin, voilà, toutes les statistiques vont incrémenter tout cela. Et le scénario le plus utilisé, c'est introduction à l'outil. En l'occurrence, ça fait sens dans le parcours. On a ajouté, et ça c'est tout nouveau, le radar des compétences. Donc si vous avez plusieurs types de scores dans votre parcours, c'est vos expériences sur VTS Editor disposent de plusieurs de multiscores. Vous évaluez telle compétence à tel endroit, telle autre à tel endroit. Vous allez retrouver ici un radar des compétences pour l'ensemble des expériences de votre parcours qui va vous aider à piloter la compétence de vos apprenants. C'est vraiment le but de cette 6.2 à ce niveau-là, c'est de remonter les scores qui vont être à la fin de votre expérience dans VTS Editor. Alors, ici, votre écran de statistiques avec le score qui va de 0 à 100, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. On vous invite vivement à rentrer un texte qui corresponde aux différents levels, mais si vous ajoutez justement de nouvelles compétences et du multiscore. Donc, par exemple, je vais évaluer mes connaissances sur la 6.2 ou mon niveau d'ingénierie pédagogique. Si j'ai ce genre de compétences, je vais pouvoir les retrouver ici et les remonter. Ce score max, ce score minimum, 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Ce score minimum, ce score maximum vont être remontés dans VTS Perform et vont alimenter mon radar des compétences sur ma compétence ingénierie pédagogique, ma compétence connaissance, et le score lui aussi est considéré comme une compétence ici. Voilà. On a les scores moyens des compétences, ce qui est plutôt utile justement, par exemple pour les publications, mon score minimum est de 0 et mon score, moins 1, mon score maximum est de 20. J'ai un score moyen sur mes apprenants sur la thématique publication qui est à 7,5. Je peux monitorer à peu près ce qui se passe. Et si mes apprenants, au fur et à mesure, rejouent l'expérience, le score moyen va avoir une chance de monter. Et donc, je peux prendre des captures d'écran ou enregistrer ces datas à date pour donner des screenshots de tous mes apprenants. Ils ont quel niveau moyen. C'est pratique pour suivre une équipe, par exemple. L'évolution des compétences ici, j'ai justement, pareil, de 0 à 100, à date, quels sont les différents scores qui ont été remontés et comment mes compétences évoluent. C'est une autre visualisation. Les statistiques de progression, ça c'est assez classique. Sur mon expérience numéro 1, quel taux de participation elle a eu, donc presque 100%. A contrario, les personnes qui terminent le parcours sont beaucoup moins nombreuses et donc la remise du diplôme de formation, bravo, il y a moins de 25% qui l'ont atteint. Sur cette et les statistiques d'activité, ça aussi c'est très classique sur les LMS, c'est combien de personnes ont accédé à mes expériences à telle date, et puis j'ai le temps passé total et le score moyen également que je peux retrouver là-dedans. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment déjà sur cette partie de visualisation des statistiques globales pour l'ensemble des apprenants? Alors, sur la visualisation de nom, par contre, on me demande si la communication entre VTS Editor et Perform est live. Alors, VTS Editor, non. Par contre, c'est entre VTS Player, donc que votre player soit intégré dans VTS Perform ou sur votre LMS ou quoi que ce soit. Bref, vous avez fait votre expérience sur VTS Editor, vous l'avez publié. Hop, vous avez publié.
vers VTS Perform ou n'importe quoi VTS. Alors Player, il n'y a pas de connexion avec un LMS, mais que ce soit sur VTS Play, enfin si pardon, ça peut VTS Player, mais sur le web vous n'avez pas de connexion avec un LMS, mais VTS Perform ou en SCORM, vous allez avoir une connexion et dès que votre apprenant va faire une action dans son expérience, ces actions-là vont être remontées dans le LMS ou dans VTS Perform. Surtout dans VTS Perform, dans le LMS c'est un petit peu plus on a quelques paramètres supplémentaires pour les datas sont envoyées toutes les 2 minutes ou quelque chose comme ça. Okay. J'espère que ça répond à la question. Au crédit, on va savoir si on peut générer des certificats de réalisation automatique en fin de module. On est en train de travailler sur la question. Spoilers. Actuellement, on peut tout à fait imaginer des sessions sur VTS Editor où vous récupérez des datas via des. En fait, un des avantages de notre LMS de VTS Perform, c'est que vous pouvez. Je vais reprendre dans le parcours. On s'éloigne un tout petit peu de la question, mais les variables et les infos que j'ai dans cette expérience-là peuvent être répercutées dans l'expérience suivante et l'expérience suivante, etc. et être partagées entre les activités. Donc, vous pouvez récupérer toutes les datas que vous voulez dans l'entièreté de ces parcours et les mettre dans le dernier. Par exemple, la remise du diplôme, justement, là-dedans. Moi, c'est un diplôme qui se génère seulement si j'ai l'entièreté des datas qui me sont remontées. Et donc, ça fait un diplôme en zone cliquable qui peut être pris en capture d'écran, par exemple, ce genre de choses. Et je peux aussi, il y a d'autres systèmes un peu plus complexes qu'on pourra vous montrer. Est-ce qu'on peut générer un PDF, par exemple? Générer un PDF, pour l'instant, ça n'existe pas. Il faut utiliser les requêtes web. On peut vous accompagner sur ce type de prestation, nous on le fait. Mais c'est un petit peu annexe à VTS Perform en soi. D'autres questions? Non, pas pour le moment? Super. Et toujours dans VTS Perform, on a aussi le suivi des participants. Donc là, par exemple, je vois que Pierre a lui aussi son radar des compétences, sa progression, les badges qu'il a décrochés. Alors, il a fait que 2 expériences, Pierre, mais on retrouve les mêmes statistiques d'activité pour l'apprenant. Et ça, c'est extrêmement pratique en termes de pilotage et pour voir justement quelles sont ses compétences sur cette expérience de formation. Et évidemment, on retrouve aussi de toute façon les statistiques des interactions avec, dans mon évaluation de fin de formation, par exemple, j'ai 65% de réussite sur la question où peut-on trouver la documentation et les tutoriels de Serious Factory. Si je clique dessus, j'ai la liste de tous les apprenants qui ont réussi, échoué, et je peux les classer facilement. Je peux pas vous montrer ça parce qu'il y a des données un peu confidentielles. Donc, mais sachez que si vous cliquez dessus, si vous avez envie de tester VTS Perform et que vous voulez voir par vous-même ces datas, en allant directement sur le site de Serious Factory, vous tombez sur développer et piloter l'acquisition des compétences avec Virtual Training Suite et le bouton réserver un rendez-vous. Donc, on peut vous présenter ça en rentrant un petit peu plus, mais vous avez de toute façon sur votre compte, en vous connectant sur votre compte, vous pouvez créer une instance de test VTS Perform pour 3 apprenants pendant une durée de 10 jours qui vous permet simplement de tout tester pour 3 apprenants, mais de tester la remontée de data, de tester ces radars de compétences, de faire autant d'essais que vous voulez pour piloter, voilà. Enfin, découvrir ces fonctionnalités qui permettent vraiment de piloter la compétence. D'autres questions sur VTS Perform, parce que je commence à avoir terminé. Voilà, en tant que responsable de formation, je m'éclate avec ça. C'est vraiment un plaisir de faire du blended, de diffuser pendant des sessions présentielles ou distancielles, de donner des expériences VTS Editor sur 15 apprenants et de voir en temps réel quelles sont les datas qui remontent, de piloter. Ah, ok, je vois que telle personne a mal répondu à telle question. Vous êtes 4 à avoir mal répondu à cette question sur cette session. On va peut-être creuser le sujet. C'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair. Peut-être que je me suis mal exprimé ou alors que la notion était mal diffusée. Derrière, j'améliore ma formation. Et puis, si 100% des personnes ont la bonne réponse, on va directement sur le sujet suivant et on traite uniquement les problèmes. C'est tout pour moi, pour VTS Perform. Parfait. Eh bien, merci François. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions de manière générale sur l'ensemble ou auxquelles on n'aurait pas répondu depuis? Non, c'est bon pour le moment. Très bien. Moi, j'ai une petite nouveauté que j'aime bien et que j'aimerais bien présenter. Si vous utilisez vos blocs retour à l'ancienne, on les utilisait comme ça.
Et vous avez peut-être vu le raccourci CTRL-B lors d'une des dernières versions qui permettait de retourner. Le CTRL-B, on s'en souvient avec le B pour back, mais c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux de mémoriser un raccourci. Maintenant, vous avez le petit bouton retourner ici, qui permet de retourner directement sans avoir à mémoriser le raccourci et rendre vos graphes plus beaux et mieux ordonnés. Parfait. Essentiel, mais clairement. C'est pour ça que ça a été fait. Parfait. Bien du coup, on va pouvoir conclure ici. Si vous pensez à des questions par la suite, n'hésitez pas à les adresser à vos autres contacts privilégiés chez South Factory, qui que ce soit. N'hésitez pas à faire la mise à jour pour découvrir tout ça. Pour ce qui est de la liste des nouveautés, elle vous sera affichée lorsque vous avez l'affichage des mises à jour. Je ne sais plus où c'est d'ailleurs. Voilà. Bon, bref, peu importe. Oui, c'est ça, dans le menu notes de version. Et là, vous avez accès directement sur la page web à la liste exhaustive de toutes les nouveautés, liées à cette version. Voilà, et on va pouvoir conclure ici. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à tous et une bonne conception avec VTC Editor.